Le LM317, cette petite bête à trois pattes, là, un régulateur de tension ajustable, peut-il fournir 10 ampères? Bien non, mais on peut l'aider pour s'y rendre par contre. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Souvent, l'idée d'une vidéo provient d'un autre bidouilleur. Bien, c'est le cas encore aujourd'hui. C'est en lisant et en répondant à une question sur le forum électrobidouilleur que m'est venue l'idée d'en faire une vidéo, car je crois que l'exercice en vaut la peine du point de vue de l'apprentissage. La question provient de Mickey Sierra et elle traite du régulateur de tension ajustable LM317, de ses limites, ainsi que des possibilités d'augmenter son courant de sortie régulé. Voici la question abrégée. Je suis en train de construire une imprimante 3D et pour alimenter la carte électronique, j'ai récupéré un transformateur industriel de 24 volts alternatif. J'ai besoin de 24 volts en continu. Donc, pont de diode, condensateur, jusque-là, je ne connais pas de souci. Afin de garantir un 24 volts CC stable, je souhaiterais intégrer un régulateur. Je dispose d'un LM317 qui est adapté pour la tension, mais qui ne supporte que 1,5 A. Et mon alimentation est une de 10 A. Je voudrais booster cette régulation en utilisant un MOSFET canal N, un IRF 3205 ou un 23N50E, avec un bon radiateur bien sûr. Et c'est là que je bloque. Auriez-vous un circuit simple de régulation de puissance 24 volts avec les composants cités plus haut à me proposer? Alors, oui, j'ai quelques circuits à vous proposer, mais je vais aussi vous montrer qu'il serait préférable de ne pas vous restreindre à votre choix de pièces. Je vais d'abord faire un court survol du LM317, de son fonctionnement, et je vais par la suite vous exposer quelques techniques possibles pour augmenter le courant de sortie piloté par le LM317. Alors, lançons-nous! Alors, commençons évidemment par regarder ce qu'est le LM317. Alors, c'est un régulateur de tension à 3 broches qui est variable, donc on peut ajuster sa tension de sortie. Alors, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec la tension suffisante, c'est jusqu'à 40 volts, 40 volts étant le maximum alloué sur l'entrée, il pourra fournir une sortie entre 1,25 volts et 37 volts. Et le courant maximum qu'il pourra débiter, c'est 1,5 A. On s'entend ici évidemment qu'il faudra penser à la puissance maximale aussi que la pièce peut dissiper. Ça, c'est dans les cas idéaux où la tension d'entrée serait tout juste au-dessus du minimum pour fournir la tension de sortie. Et ce delta-là, ils disent que c'est 3 volts garanti, 3 volts et souvent un peu moins. Mais donc, il faut tenir compte de la tension d'entrée et du différentiel entre l'entrée et la sortie, évidemment pour s'assurer que la pièce fonctionne bien. Donc le LM317 va maintenir la tension fixe sur la sortie, indépendamment de la tension d'entrée, bien sûr, en autant qu'elle soit au-dessus de la tension de sortie. Et on parle d'une régulation ici de 0,1 %, ce qui n'est pas extra champion, si on peut dire, là, de la part du LM317, mais ça suffit dans la grande majorité des cas. Le boîtier le plus courant du LM317, c'est le boîtier TO220, celui-ci, ou le boîtier soudé montage en surface, que le TO263. Donc ça, c'est les plus courants. Alors, sans plus tarder, allons voir des simulations. Je vais vous montrer l'application du LM317. Alors, me voici dans LT Spice, dans Windows, et on va faire une simulation du LM317 pour vérifier qu'on peut bien sortir 24 volts. Évidemment, on ne pourra pas fournir les 10 ampères demandés dans la question sur le forum, mais on va au moins comprendre comment fonctionne le LM317 et ensuite, on va le grossir, on va ajouter des pièces autour. Alors, la configuration la plus simple, c'est de lui fournir évidemment une tension plus élevée que la tension de sortie qu'on veut. Ici, dans la question, on nous disait 24 volts CA venant d'un transformateur. Alors, si on multiplie ça, puis on met ça en pointe
donc voltage, tension crête, bien, on obtiendra 34 volts, qui sera la tension CC, mais on doit lui soustraire, si c'est un pont de diode, évidemment, on doit lui soustraire les tensions sur les diodes, les tensions de chute à travers les diodes. Donc, disons qu'il y a 2 diodes, là, on va arriver à peu près à 33 volts, d'accord? 33 volts de CC de disponible. Alors, j'ai donc mis 33 volts sur la source de tension à l'entrée du LM317. Bon, pour en arriver à environ 24 volts, là, je n'ai pas fendu les cheveux en 4 pour arriver à 24.000. Là. Le principe est simple, cependant. La formule ici appliquée, c'est la tension de sortie, c'est 1,25 volts, qui est la tension de référence interne du LM317. Donc, 1,25 fois 1 plus la valeur de R2 divisée par la valeur de R1. Bon, alors, si on fait la simulation avec ces valeurs-ci que j'ai mises, bien, on obtiendra, et je vous le montre tout de suite, 23,5 volts en sortie sur le LM317. Et évidemment, si on faisait varier cette résistance-ci, bien, on aurait une variation de la tension de sortie. Ce qui est c'est la façon de faire ajuster ou varier la tension. Bon, comment fonctionne le LM317? Il faut le comprendre. Le LM317 maintient toujours 1,25 volts entre sa broche de sortie et sa broche d'ajustement. Ce qui veut donc dire qu'il va bouger sa sortie pour toujours amener la différence entre la sortie et la broche d'ajustement à 1,25 volts. Si on mesure les tensions ici, vous allez voir que c'est à peu près 1,25 volts. Si vous regardez 22,25, 23,5, c'est 1,25. Donc, le LM317 est en équilibre présentement et il fait une bonne régulation. D'ailleurs, on va en faire une simulation, on va faire varier. Ici, j'ai mis une source de courant de 1 ampère. Hein? Donc, j'ai mis une grosse charge. J'ai aussi mis une résistance de 1000 ohms pour m'assurer qu'il y a toujours au moins 10 mA qui circulent. Car pour que le LM317 fasse sa régulation, il doit débiter toujours au moins un courant de régulé de 10 mA. Bien sûr, il y en a une partie qui passe ici. Là. J'aurais pu diminuer les valeurs des résistances là, pour m'assurer qu'il y a toujours 10 mA ici. Mais j'ai mis une résistance additionnelle en sortie. Alors, je vais faire varier le courant ici de la charge. Puis on va voir comment le LM317 régule. Alors, le résultat du balayage entre 0 et 1 ampère de la charge ici, bien, ça nous donne cette courbe, c'est-à-dire que essentiellement, entre 0 et 1 ampère, la tension va chuter de 23,56 volts à 23,48 volts ou 49 volts, ce qui représente 70 à 80 millivolts de variation pour une charge variant de 0 à 1 mA. Pas mal, mais on va juste à 1 ampère, on ne rencontre pas nos besoins sur la question. Alors maintenant, on va augmenter notre circuit avec un transistor de puissance. Alors la première approche, et quant à moi elle est piètre, c'est une mauvaise idée, c'est d'ajouter un transistor de puissance, ici c'est un transistor NPN, pour augmenter la capacité de courant du LM317. Alors, on met un transistor NPN, on prend la sortie du régulateur, on l'entre dans la base, et comme ici, bien, il va y avoir un courant qui va passer, on va avoir une polarisation du transistor. Et donc, le courant de la source va passer directement vers la charge. Et la tension de sortie sera la tension du régulateur moins la chute de tension V base émetteur, donc là ici, ce qui va correspondre entre 0,7, 0,8, 0,9, dépendamment là, du courant qui passe dans le transistor. Donc, ça, ce n'est pas très bon parce qu'il y a variation de cette tension ici en fonction du courant qui passe. La chute de tension va aller en augmentant, en fonction de l'augmentation du courant, ce qui ne donnera pas une régulation qui est très, très bonne. Ceci dit, on aura quand même maintenu le 1,25 volts ici entre la sortie et la broche d'ajustement. Alors, ce n'est pas un bon circuit. Moi, je ne recommande pas ce circuit. D'ailleurs, si on fait une simulation de la tension de sortie versus le courant tiré sur la sortie, bien, on va voir que
c'est une très piètre régulation. À 0 ampères ou tout près, là, on part à 23,2 volts. Et à 5 ampères, on se retrouve à 22,7. 23,2 moins 22,7, c'est terrible. C'est 500 millivolts de chute en fonction de la variation de courant de 0 à 5 ampères. Pas bon. On peut faire beaucoup mieux que cela. Et des fois que l'idée vous viendrait de dire, bon, ben, je pourrais toujours utiliser la configuration du transistor en sortie comme le NPN, qui n'est comme pas régulé, là, et le remplacer par un MOSFET, ce transistor. Oui, ça va fonctionner de la même façon, mais vous aurez encore une fois une chute non contrôlée à travers le transistor. Donc, vous ne réglerez pas le problème de régulation, car vous obtiendrez une variation de 300 millivolts sur de la tension de sortie, 300 millivolts en fonction d'un courant entre 0 et 5 ampères. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle une très très bonne régulation. Donc, oubliez le principe du transistor en sortie, là. Ça ne donne pas une assez bonne régulation, que ce soit bipolaire ou MOSFET. Cependant, il y a moyen de mieux faire. La solution pour augmenter ou améliorer la régulation, c'est d'utiliser plutôt un transistor PNP. Plutôt qu'un NPN en sortie, on va mettre un PNP. Mais regardez la configuration un petit peu particulière. Bon, j'ai pris un transistor PNP de puissance ici, là, qui était disponible dans le simulateur, mais c'est pas très critique, là, le transistor qu'on mettrait ici, en autant qu'il puisse prendre le courant et la puissance dissipée, bien sûr. Alors, l'idée derrière ce circuit, c'est que le transistor n'opère pas dès le départ. Lorsque le courant est faible en sortie, il y aura peu de courant qui va circuler ici dans le LM317. Et donc, il y aura peu de tension développée aux bornes de la résistance 20 ohms. Et donc, il n'y aura pas de polarisation complète ou même partielle du transistor ici. Alors, l'idée, c'est qu'à faible courant, c'est le LM317 qui fournit le courant de sortie régulé. Et au fur et à mesure que le courant augmente, la chute de tension augmente ici à travers R4, ce qui cause une polarisation du transistor ici, et le transistor va se mettre tranquillement, mais sûrement, à conduire. Et donc, à courant plus élevé, ce ne sera plus le LM317 qui va continuer à fournir une augmentation de courant. Ça va se stabiliser. Mais c'est bien le transistor PNP qui va fournir le gros du courant. Et la régulation va toujours s'opérer grâce au LM317. Donc ça fonctionne très bien. Et je vais vous montrer même le résultat en simulation. Cependant, notez ici que pour une sortie, par exemple, d'1 ampère, bien, on a déjà une puissance de 9 watts de dissipée dans le transistor. Okay? Alors, c'est important de se rappeler cela pour 1 ampère. Alors, vous pouvez tout de suite vous imaginer que pour 5 ampères, ça va être quelque chose comme 45-50 watts dissipés ici. Donc, ça prend évidemment un dissipateur de chaleur costaud pour pouvoir dissiper ce genre de puissance. Il faut s'assurer que le transistor qu'on prend puisse tolérer cette dissipation de puissance. Évidemment, en diminuant la tension ici de 33 volts, si on la diminuait, disons, par exemple, à 30 volts, avec une sortie de 24, on aurait encore notre tension minimale entre la sortie et l'entrée nécessaire, plus la chute de tension ici, qui est de l'ordre de 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 volts maximum. On aurait quand même suffisamment de tension et on diminuerait d'autant la puissance dissipée dans le transistor, parce que n'oubliez pas qu'en mode linéaire, ce qui est le cas ici, c'est pas du découpage, la différence de tension entre la sortie et l'entrée, fois le courant qui passe dans les éléments de régulation, ben ça, c'est une puissance qu'on doit dissiper en chaleur. Donc, c'est à garder en ligne de compte. Alors, en faisant une simulation maintenant de ce circuit-là, en faisant varier la charge entre 0 et 5 ampères, ben, j'obtiens une variation de tension de sortie de 23,56 à 23,54, disons, là. Donc, on parle de 20 millivolts de variation entre 0 et 5 ampères, ce qui est beaucoup mieux que la régulation qu'on avait avec le transistor NPN juste mis en sortie tout seul, et ce qui est aussi mieux que le régulateur LM317 tout seul. Alors, c'est bien, mais c'est pas ça que la question demandait. La question demandait pour 10 ampères. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pourrait ici mettre un deuxième transistor en parallèle avec le premier, et on devrait mettre une résistance d'égalisation
de l'ordre de peut-être 1 ou 2 dixièmes d'ohm sur chacun des deux branches. Bon, ça pourrait fonctionner comme ça. Mais il y a moyen de remplacer ce transistor ou ces transistors par un MOSFET. Et ce sera un MOSFET de puissance, bien sûr, de type canal P. Okay? Ce ne sera pas un canal N. Alors, la question proposait un MOSFET de canal N, mais on est pris avec le même problème qu'avec le NPN en sortie. Ce n'est pas possible de mettre un transistor de canal N. On mettra un transistor de canal P de forte puissance, de forte capacité. J'en ai pris un ici qui était de forte capacité, mais encore une fois, le circuit est assez flexible. Au pire, on peut ajuster un petit peu la résistance ici pour s'assurer que le transistor rentre en fonction, passer un certain courant ici dans le LM, quelques centaines de milliampères peut-être, dans le LM317. Alors le truc, c'est exactement le même. Le LM317 travaille et éventuellement, le transistor prend le dessus et se met à conduire et fournit le gros du courant. Alors ça serait, si on veut absolument utiliser un LM317 et un transistor MOSFET, ça serait la solution, à mon avis, une des solutions les meilleures. Je ne vous dis pas ici qu'il n'y a aucune autre façon de le faire, même peut-être à la limite avec un transistor de canal N, mais ça, c'est les configurations qui sont les plus populaires, les plus classiques. Okay? Des fois, il y a moyen d'arranger quelque chose, mais il faudrait ajouter un ampli opérationnel, un autre transistor. Ça devient trop complexe, à mon avis. Cette configuration-là est plus simple. Bon, n'oubliez pas aussi de vérifier que cette résistance-ci peut prendre la puissance qui passe au travers. Si on a quelques centaines de milliampères ici, fois 10 ohms, bien on aura là, quelque chose de l'ordre de 1 watt, 2 watts peut-être. Donc, assurez-vous que la résistance ici, c'est la même chose avec le transistor bipolaire, là, PNP. Il faut s'assurer que la résistance ici est capable de prendre le courant. D'accord? Alors maintenant, si je simule la variation de ma charge en sortie, j'obtiens ceci pour une variation entre 0 et 10 ampères. J'obtiens une variation de 23,52 à 49. Okay? Donc, c'est 30 millivolts pour 0 à 10 ampères, ce qui est pas mal bon quand on considère que tantôt mes simulations avec les transistors bipolaires, je faisais 0 à 5 ampères là, pour être raisonnable avec les transistors. Donc, on a ici une bonne régulation de quoi, 30 millivolts, ce qui est quand même acceptable dans la grande majorité des cas. Mais il y a moyen de faire mieux. Je vous propose plutôt d'adopter un TL431, un régulateur de tension shunt, plutôt que le LM317. Avec le TL431, la grosse différence, c'est que la tension de référence de 2,5 volts, là, elle est référencée entre l'anode, donc ce qu'on connecte à la masse, et la broche REF, la broche d'entrée de référence. Et c'est ça la grosse différence, c'est que ce n'est pas référencé à la sortie, si vous voulez, du régulateur, comme c'est le cas avec le LM317. Ce qui augmente de beaucoup la régulation. Voici pourquoi. On renifle ici la sortie, notre tension de sortie, et on a un circuit ici qui va maintenir 2,5 volts toujours ici sur la broche REF. Et comme le transistor MOSFET est dans la boucle de contrôle, si vous voulez, il est placé carrément dedans, le TL431 va ajuster ici sa tension de sortie pour toujours maintenir 2,5 volts ici sur son entrée REF. Et donc, toutes les imperfections du transistor MOSFET vont être toujours compensées en temps réel. C'est la solution idéale, à mon avis, pour ce genre d'application-là. Et un TL431, ben, c'est un TO92. Ça va ne dissiper pratiquement aucune puissance. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est de s'assurer que le courant minimum passe dans le TL431 et c'est quelques milliampères. Donc, notre TL431 ne travaille pas, son courant ne change pratiquement pas non plus, ce qui est le gros avantage ici. Donc, il est très stable et va nous maintenir une tension
constante en sortie. À preuve, si je fais la simulation, regardez le résultat. On parle de microvolts de variation de la tension de sortie en fonction de la variation du courant entre 0 et 10 ampères. Ça, c'est champion comme circuit. Avant que je ne l'oublie, je n'ai pas mis de condensateur de stabilisation autour du LM317 et du TL431. Pour les fins de simulation en courant continu, ils ne sont pas requis. Et ils auraient alourdi inutilement les schémas. Mais suivez les règles décrites dans la fiche technique des régulateurs, car oui, normalement, on en met un condensateur de stabilisation à la sortie du régulateur. Bon, comme je vous ai mentionné, il est possible qu'il existe d'autres techniques pour venir suppléer au LM317, mais celles que je vous ai montrées sont les plus connues et elles sont simples aussi. Avec des amplis opérationnels et des transistors, des diodes et d'autres résistances, il serait sans doute possible d'améliorer la régulation du circuit final, mais au prix d'une complexité accrue. Au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais le transistor qui prend la majorité du courant dans de tels circuits s'appelle en anglais un pass transistor. Donc en français, on dirait un transistor de contournement probablement. Alors, comme expliqué, le transistor de contournement devra dissiper beaucoup de puissance. Plus le courant de sortie sera élevé et plus la différence de tension entre l'entrée et la sortie du régulateur sera élevée et plus il dissipera. Assurez-vous alors que celui que vous choisirez peut dissiper la puissance maximale. Dans le circuit du TL431 et MOSFET, le circuit le meilleur que je vous ai montré, ça montait jusqu'à 90 watts de puissance dans le MOSFET. C'est beaucoup de chaleur. Si vous travaillez en courant soutenu, vous aurez besoin d'un gros dissipateur de chaleur et sans doute de ventilateur aussi. Vous devrez peut-être considérer un autre boîtier que le boîtier TO220. Il y a des limites là, pour du continu et tout dépend de la température ambiante, bien sûr. Quand on pense qu'un bloc d'alimentation à découpage dissiperait moins d'une dizaine de watts pour le même courant de sortie, voulez-vous vraiment implémenter ce bloc? Bien, ça fait le tour du sujet. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les fichiers LTSpice des simulations que vous avez vues aujourd'hui sur le site web bidouilleur.ca dans la section « Les fichiers d'électrobidouilleur ». Et je veux aussi remercier les mécènes qui me supportent par des dons, petits ou grands. Plus de détails sur comment me supporter dans la description sous cette vidéo. Merci et à la prochaine!